JRTV, notre partenaire média. Merci de nous rejoindre sur MSR TV et bienvenue au journal du soir dont voici les principaux titres. La poursuite des opérations de déguerpissement dans la ville. Dans l'arrondissement en Lumumba, l'espace public en face du stade DPB a été le théâtre de cette opération durant 2 jours. L'essentiel dans cette édition du soir. Puis un séjour de travail à Pointe-Noire pour des activités de restructuration des instances dirigeantes de la force montante congolaise. Vadim Osdemvouba a été accueilli samedi à l'aéroport Agostino Neto de Pointe-Noire par les cadres et militants de la jeunesse du Parti congolais du travail. Le point tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Les détails dans quelques instants. Bonsoir, ouvrons cette édition par la page politique. Accueilli en grande pompe samedi 24 août à l'aéroport international Agostino Neto, le premier secrétaire de la force montante congolaise FMC est arrivé à Pointe-Noire pour engager la campagne de restructuration des instances dirigeantes de cette force montante congolaise. Le point dans ce reportage avec Guy Serge de Monza. Suivez. Arrivé à Pointe-Noire en fin de matinée du samedi 24 août, le premier secrétaire de la Fédération nationale de la force montante congolaise, FMC, le camarade Vadim Osdemvouba, a été chaleureusement accueilli à l'aéroport international Antonio Agostino Neto. La mobilisation des membres de la Fédération FMC Pointe-Noire a été effective. De suite, un carnaval a été organisé depuis l'aéroport jusqu'à la case du parti à Mvuvu, en passant par la préfecture et la mairie centrale. À la place Marien Gwabi de la case du parti, le premier secrétaire de la FMC a bien voulu s'adresser à ses militants en ces termes. Notre séjour de travail ici à Pointe-Noire, de la restructuration et structuration de nos organes intermédiaires et de base. Parce qu'il nous faut renforcer nos capacités mobilisationnelles, renforcer nos capacités organisationnelles, renforcer nos capacités communicationnelles pour garantir le leadership du Parti congolais du travail sur l'échiquier politique national. Au micro de notre reporter, Vadim Osdemvouba a signifié pourquoi cette communication a été faite à la place Marien Gwabi. Aujourd'hui, nous voilà au cœur du Parti congolais du travail, sous le regard vigilant et bienveillant du camarade Marien Gwabi, président fondateur de notre grand et glorieux parti. Vous savez, le camarade Marien Gwabi était un éclaireur éclairé et qui a beaucoup inspiré le camarade président Denis Sassou Nguesso. Et donc nous, aujourd'hui, il nous faut nous rapprocher le plus près possible de cet héritage pour finalement participer aux efforts du progrès. On retiendra que le premier secrétaire du bras juvénile du Parti congolais du travail est à Pointe-Noire en vue d'une campagne de restructuration des instances dirigeantes de la FMC, car si la jeunesse, c'est l'avenir du pays, cet avenir se construit maintenant. Restons dans ce même chapitre pour parler de responsabilité et humilité. Tels ont été les maîtres mots du père de la nation, Denis Sassou Nguesso, à l'intention des jeunes qui ont la vocation d'assurer la relève et de participer au développement intégral du pays. Les jeunes ponténégrins ont donné de la voix par rapport à ce message. Suivez. Cette année 2024, comme il est de tradition à la veille de la fête de l'indépendance, le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, s'est adressé à la nation
en mettant un accent particulier sur la jeunesse, car cette année leur est dédiée. Les Pontonegrins ont bien voulu réagir à ce sujet. La situation actuelle de la jeunesse congolaise n'est pas des plus plaisantes. Que les jeunes Congolais deviennent un peu plus conscients pour nous éviter le fléau bébé noir que nous vivons de nos jours, par exemple. Il serait mieux et préférable que le jeune Congolais adapte son potentiel au développement de l'outil informatique. Je pense que le lien, il existe d'ores et déjà. Du moment où le président consacre cette année à la jeunesse, je pense que cela doit déjà inciter le jeune Congolais à mieux s'égayer. Le président de la République, en sa qualité de père de la nation, a conscience du fait que notre jeunesse est le fer de lance de notre développement. Son intérêt à saisir les opportunités actuelles en vue de son épanouissement intégral. Mais vous voyez que les jeunes ne sont pas convaincus effectivement de cette note ou de cette année comme étant une année de la jeunesse. Si le président de la République a mis ses préoccupations au niveau de la jeunesse, parce qu'il sait que s'est rendu compte qu'il y a un problème au niveau de la jeunesse et que ça ne marche pas. Avant, on avait quelques loisirs et les jeunes avaient des distractions où on pouvait parler des thématiques de la jeunesse. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Donc, cette lecture, dans le plan actuel du numérique, il faudrait que la jeunesse est en train de se perdre. Hier, l'État n'investit pas assez ou n'était pas là pour nous suivre derrière. Les jeunes étaient conscients d'eux-mêmes. Ce que nous attendons du pouvoir public, c'est l'accompagnement de cette jeunesse, en fait. Au-delà de la responsabilité et de l'humilité dont ils doivent faire montre, les jeunes ont été invités à s'accommoder des instruments qui vont être les fondamentaux de l'ère du numérique. Quittons la politique pour parler du domaine public. Les opérations de déguerpissement du domaine public se multiplient dans la ville. La plus récente est celle engagée jeudi 22 août à hauteur du terrain DPB par la mairie de Pointe-Noire. Les jeunes déguerpis de cet espace public lancent un cri de désespoir. Suivez plutôt cet élément dans ce papier de la rédaction. C'est parmi l'un des tout derniers convois qui a libéré les lieux quand nous sommes arrivés sur ce terrain désormais vide. Un endroit qui a fait l'objet d'un déguerpissement ce jeudi 22 août, a-t-on appris, des jeunes garagistes qui occupaient cet espace relevant du domaine de l'aviation civile. Rita Ongouya, tenancière d'un bistrot, nous explique cette situation qui la désole. L'année passée, le ministre est passé ici pour nous dire qu'on devait libérer. Parce que c'est une zone de l'État, de la NAC. Il nous avait donné 15 jours. Après les 15 jours, on nous a ajouté 30 jours. Après là, les agents de la mairie sont venus pour nous laisser les fiches de renseignement parce qu'on devait se faire enregistrer. Et là-bas, la mairie, on nous a dit, ceux qui ne sont pas en règle, vous devez vous conformer. C'est ce qui a été fait. On nous a laissé ici. Mais après, ça fait peut-être un mois de cela, un jour, on a vu les agents de la mairie sont venus, que nous sommes là pour vous dire que vous devez être libérés dans 5 jours. Nous, on a dit 5 jours, c'est peu, on peut pas. Et dans les 15 jours, vu qu'on se débrouille ici, on n'a pas de boulot, ça c'est notre gagne-pain. Quand on nous donne 15 jours, pour trouver encore un endroit pour aller s'installer, c'est pas facile. Si c'est une maison, il faut payer la caution. Mais où est-ce qu'on aura l'argent? On n'a pas de boulot. Que faire? L'année de la jeunesse qu'on parle, c'est tout ça là. Sur cet espace déguerpi, plus de 200 jeunes exerçaient des activités génératrices de revenus. D'ailleurs, un jeune garagiste exprime son inquiétude et lance un cri de désespoir du fait qu'il soit jeté dans la rue. On avait vraiment beaucoup de jeunes ici, on était en train de former, mais tout à coup comme ça là, on ne sait pas quoi faire vraiment. On demande aux autorités s'ils peuvent nous trouver l'endroit là où on peut aller travailler, comme ça on va peut-être se soumettre. Parce que comme ça là, nous chasser comme ça là au dépourvu, c'est pas, nous ça nous arrange pas vraiment. On a des familles à nourrir, on a des élèves qu'on encadre ici qui sont des enfants déscolarisés. Moi je crois que Madame le maire doit aider la jeunesse. Elle doit nous aider. Elle est là pour nous, c'est une femme. Moi aussi je suis mère de famille, elle doit nous aider, elle doit penser à nous. Trouver un endroit là où elle peut nous loger, nous qui vendons des petits trucs là, parce que nous avons les autorisations.
Même si ça date de l'année passée, nous avons l'autorisation de la mairie. Notons que ces opérations de déguerpissement du domaine public ont été entreprises cette année par la municipalité de Pointe-Noire. En société, un incendie qui s'est déclaré à Vungu dans les premières heures du vendredi 23 août dans un bar dancing qui a fait d'énormes dégâts matériels avec des conséquences néfastes sur une parcelle voisine en pleine veillée mortuaire. Le point avec Guy Serge de Monza. Les habitants du quartier Mvungu, dans le 3e arrondissement Tietie, ont été désagréablement surpris par un incendie qui s'est produit dans les locaux du bar dancing Classe. Selon les témoignages, l'incendie s'est déclaré à partir de 2 heures du matin le vendredi. L'incendie qui s'est passé ici s'est passé, je crois, autour de 3 heures. J'ai senti donc une explosion et la fumée qui montait. Et du coup, quand je suis arrivé moi-même, j'ai vu au niveau du compteur là-bas, il y avait donc 2 fusibles qui avaient pété plus une bouteille de gaz. Les dégâts sont énormes, sauf que quand il y a un feu, le feu dévaste tout, hein. Les dégâts matériels sont importants, même s'il n'y a pas eu mort d'homme. En effet, l'incendie serait parti d'une niche électrique à proximité de laquelle se trouvait une bouteille de gaz. Imaginez donc le niveau de la déflagration. Cet incendie a aussi eu des conséquences négatives sur le bâtiment d'une parcelle voisine où se tient la veillée mortuaire de la jeune fille Maniaki, reine divine Narcisse, qui s'est noyée le 20 août à Ponton-Plage dans la zone de Mvassa. Témoignage. C'était environ de 2 heures, on dormait. Et après, il y a les gens qui toquaient, qui nous frappaient si fort comme on dormait. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui criaient, qui disaient que non, sortez, sortez, votre maison a pris feu. On s'est précipité pour ouvrir la porte. On n'arrivait même pas. Et après, c'est-à-dire qu'on s'est battu pour ouvrir la porte. Et le moment que je regarde autour, il y avait vraiment le fumeux. J'ai appelé madame et les enfants, sortez. Vraiment, la maison a pris feu. Donc, on n'a pas vraiment récupéré toutes les choses, c'est vraiment brûlé là-bas. Il y a un ganda à côté là qu'on appelle classe. C'est là-bas, c'est-à-dire que le feu a commencé. Comme le Nganda, c'est-à-dire que c'est derrière notre parcelle. Je ne sais pas comment faire là où je suis là. Parce que dès que je pars là, toutes mes habits, c'est brûlé. Toutes mes dossiers, c'est brûlé. L'argent que j'avais, c'est brûlé. Toutes les machines, tous les appareils, c'est brûlé. Donc, je suis le seul victime dans la parcelle, là où il y a la veillée. C'est ma maison qui est brûlée. Donc, mes enfants, ma femme, on n'a plus rien. Et je ne sais plus où aller. Comme l'avaient réalisé les anciens, le malheur ne vient jamais seul. Alors que le corps de cette jeune fille s'étant noyé avec son copain ou ami n'est pas encore retrouvé, cet incendie a causé des dégâts matériels dans leur parcelle jouxtant le bar dancing Classe à l'origine de celui-ci. Toujours en société, parlons du port des perruques chez les femmes qui semblent gagner toutes celles qui aiment la mode. Mais au-delà des enjeux d'esthétique, de pression sociale et d'autres préoccupations, le problème d'éthique relatif à la provenance de ces cheveux se pose. Le point avec Jasmine Mbemap. Suivez. Le port des perruques semble de plus en plus idéal chez les femmes, offrant une diversité esthétique face aux normes de beauté souvent irréalistes imposées par les réseaux sociaux et parfois par le milieu professionnel. Cette mode soulève des questions sur l'authenticité et la pression de courir le risque de tomber dans la mode à l'aveuglette. Moi, je suis belle, naturelle. Je suis aussi belle, artificielle, mais j'aime plus assez belle, naturelle. Mais malheureusement, je suis obligée de mettre les perruques tout le temps parce que mon lieu de travail ne me permet pas d'être naturelle. C'est mieux d'être artificielle. Une passante interviewée affirme avec enthousiasme que les perruques sont à la mode. Vietnamienne, indienne, péruvienne, sinon les vrais cheveux. Il y a plusieurs modèles, mais la plupart des mecs, c'est les vrais cheveux, les indiennes, les vietnamiennes et tout. Donc c'est ce qui est à la mode. Moi, je change pas de temps en temps. Par mois, je peux poser la perruque une fois. Le reste du temps, je pose juste comme ça. Je mets juste comme ça. Mais quand je veux poser avec la colle, je vais au salon. On met la colle, après je pose 2 semaines, 1 semaine, 4 jours, j'enlève. Pour enlever, mais il faut patienter. Il faut mettre l'huile, tu attends, ça se déterre, après tu enlèves. Non, on n'enlève pas brutalement. Si tu enlèves brutalement, tu auras des plaies, c'est sûr.
Les perruques, à la fois emblème de la beauté moderne et témoin d'une réalité complexe pour les femmes particulièrement africaines, suscitent des interrogations sur la beauté naturelle et artificielle dans la coiffure. Sont-elles un choix délibéré ou une mode à l'aveuglette? À chacun d'y réfléchir, surtout que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, semble-t-il. Rendons-nous à Ngoyo, où l'enclavement du quartier Ngoyo-La Plaine est un véritable obstacle pour accéder à Patra ou à Nanga. Les habitants de ces quartiers sont obligés d'utiliser la pirogue pour traverser la rivière qui sépare les quartiers d'un même arrondissement. Le point avec Jasmine Mbemap. Suivez. Dans le quartier Ngoyo-La Plaine, l'accès à l'hôpital général de Patra est un véritable parcours du combattant à cause du manque d'un pont approprié. Les résidents doivent traverser la rivière en pirogue, une activité quotidienne entre 6h et 20h, coûtant 50 francs la personne. Cette méthode, bien que pratique, est périleuse, surtout en période de pluie. Dieudonné Siba, le piroguier passeur, a partagé les difficultés rencontrées. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a des souches qu'il faut enlever dans l'eau. Et pendant la saison sèche, quand l'eau arrive, vraiment, ça devient difficile pour naviguer. Pendant la saison de pluie, le vent souffle et l'eau monte. Donc, il y a la pression. Donc, il faut être vraiment un bon connaisseur pour naviguer. Du côté des passagers résidents du quartier, Jean-Paul Simon a déploré surtout la tombée de la nuit, notamment à partir de 21h. Vraiment, quand il est 21h, il faut contourner de l'autre côté pour avoir le bus. En ce moment, vraiment, il y a des difficultés ici pour traverser. Hein. Mais le jour, vraiment, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Les gens traversent librement, il y a la pirogue qui est là. Pour remédier à cette situation de mobilité à risque, les habitants de Ngoyo-La Plaine attendent de pied ferme la réalisation du projet gouvernemental de l'érection d'un pont. Malheureusement, que des paroles jusqu'ici. S'il y avait un pont, vraiment, ce serait vraiment profitable pour la population. Facilement, on pouvait traverser sans problème. C'est notre souhait. Bon, mais malheureusement, ils viennent, ils nous promettent, et puis quand ils partent, c'est pour toujours. Ils ne reviennent plus. Notons que la connexion de Ngoyo-La Plaine à Patra doit être comprise comme une urgence par les pouvoirs publics pour garantir la sécurité et la facilité d'accès aux services publics. Et référemment à cette édition, avec les festivités du 15 août, les préfets des départements ont été sommés par la tutelle de justifier l'utilisation des fonds qui leur ont été alloués à cette occasion. Cette demande a suscité une analyse de notre rédaction. Suivez ce papier de Mouitiv Tivongo. Pourtant, ce n'est pas et ne devrait pas être un événement. Mais bon, la rigueur et la discipline administrative sont, des décennies déjà, bafouées à l'avantage du laxisme que fait montre notre administration. Sinon, l'instruction du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local au préfet, directeur général de l'administration du territoire, de demander, à travers cette lettre datant du 19 août aux différents préfets de la République, de bien vouloir lui faire parvenir dans les brefs délais et au plus tard le 20 août à partir de 10 heures, un rapport détaillé de la gestion des fonds à eux alloués pour l'organisation des festivités du 15 août dans leurs départements respectifs, n'aurait même pas lieu d'être, si et seulement si les procédures administratives dont la notion de redevabilité, donc l'obligation de rendre compte, étaient respectées dans la pratique administrative congolaise. Cette lettre, qui donne une injonction de rendre compte sur la gestion des finances mises à disposition, a été précédée d'une première datant du 13 août qui annulait manu militari la tenue des défilés civils et militaires dans les départements excepté Brazzaville, la capitale politique, laisse sous-entendre que cette annulation, plus a occasionné ipso facto des rubriques non réalisées, donc de l'argent frais non utilisé pour en faire un retour caisse, comme on dit en comptabilité. Ce qui est d'ailleurs tout normal, comme à la bonne vieille époque
du président Alphonse Massamba Deba, dont l'histoire révèle qu'il restituait au trésor public le reste d'argent après une mission. Mais ce qui nourrit notre méditation ici, c'est cette série d'interrogations à savoir. Donc, les préfets, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, n'ont pas l'habitude de faire des rapports financiers exhaustifs accompagnés des pièces justificatives nécessaires. Et puis, pourquoi cette lettre qui fait le buzz dans les réseaux sociaux fait impératif que dans les différents rapports, l'utilisation des ressources soit justifiée de manière claire, transparente et en conformité avec les objectifs fixés, si ce procédé était une vie dans l'administration congolaise. En effet, pas besoin d'injonction, là où l'administration baigne dans le respect scrupuleux des textes qui régulent la vie administrative. Vivement le respect de la redevabilité pour que ça ne soit plus par injonction, messieurs les préfets. Voilà, complètement refermé cette édition du soir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt sur MCR TV. MCR TV, notre partenaire média.